Maintenant, je voudrais entamer avec toi, parce que c'est très très compliqué et les événements se succédaient et puis par ailleurs devenaient de plus en plus complexes, de plus en plus personnels, parce qu'il y avait une lutte de clans, etc. etc. Qu'est-ce qui a fait que Tizi Ouzou prenne les armes avec essentiellement la création du FFS, etc. Qu'est-ce qui pousse une région comme la Kabylie, donc la Wilaya 3, à créer un parti politique qui, le second, à mon avis, après le PRS, oui. Donc s'opposer, s'afficher publiquement, s'opposer politiquement, et puis, après que ait démissionné de toutes les instances du FLN, etc., prendre les armes contre le pouvoir central. Et d'ailleurs, les leaders de ce mouvement qui a pris les armes en Kabylie l'ont dit clairement: si le pouvoir de Bembella veut se substituer à la colonisation, nous sommes là, disposés, prêts à prendre les armes contre ce pouvoir, comme s'il était encore une sorte de colonisation. C'est exact. Alors pour l'affaire du maquis du FFS, on appelle du maquis du FFS, en fait, c'est une appellation erronée. C'est le maquis de Kabylie. Pourquoi le maquis de Kabylie? Parce qu'on oublie très souvent que celui qui a levé l'étendard de la résistance de la Kabylie face à l'état-major général des armées, c'est Karim Belkacem. Karim Belkacem est entré très vite en dissidence. Quand Boudiaf a été arrêté, Karim Belkacem est entré en clandestinité. Ce qui fait qu'il n'a pas été arrêté. Karim Belkacem est un baroudeur. Il est revenu à ses anciennes pratiques. Et je pense que c'est de ce moment-là que datent les premiers noyaux de maquisards. Sachant, c'est là, si tu permets, je te rajoute un élément d'analyse du personnage de Karim Belkacem. Oui. Mais Karim Belkacem, c'est lui qui a dirigé, chapeauté tous les accords d'Évian. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il a suivi, il a été là à la tête des accords d'Évian du début à la fin jusqu'à la fin. Ça veut dire que quelque part, ça n'est pas seulement le baroudeur qui est revenu à l'aide de l'arme, mais c'est quelqu'un qui a sûrement des idées, des dessous, des informations, des données depuis les négociations d'Évian, il savait, etc. Sans aucun doute, sans aucun doute. Sans aucun doute, et ajoute à cela que, bon, avec Karim Belkacem, c'est quand même tout aussi un staff d'anciens combattants, d'anciens maquisards qui l'accompagnent. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il se sépare, ou se réalise la séparation avec son second, Ouamran. Ouamran décroche, Ouamran ne marche pas. Il rentre à Alger et il se fait oublier. Mais Karim Belkacem continue plus ou moins la résistance et, paradoxalement, il sort en France. C'est très curieux, ces gens-là qui... Non, on a déjà toujours posé ce... Oui, pour Boudiaf et les autres. Et les autres. Et d'ailleurs, c'est le phénomène dans les pays arabes, en Afrique, etc. Chaque fois qu'il y a un opposant, il part chez le colon. Chez le colon, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il y a Karim Belkacem qui part, qui sort à l'étranger, qui sort en France essentiellement, mais il n'est pas le seul. Il y a certains Arabes habitats aussi qui se trouvent en France en exil. Donc, Boudiaf part en exil, donc c'est la formation du PRS, etc., sur laquelle peut-être à notre jour, une autre fois, on en discutera. Sur la création des partis politiques, particulièrement les partis d'opposition, les itinéraires, les origines sociales, etc. Ensuite, avec Boudiaf, ce qui a gêné beaucoup Mohamed Bembella, c'est que Boudiaf n'est pas d'une manière instinctive dans la culture algérienne rattaché à la Kabylie. Il est des hauts plateaux, il est de Msila. Il y a Ammi Salah, qui était opposant. Il est passé à l'opposition également sur la Wilaya 2, qui n'est pas rattaché à la Kabylie. Quel type d'opposition? Ammi Salah. Oui. Ammi Salah a marché avec Boudiaf. Il était membre fondateur du PRS.
Il n'était pas le seul. Puisque je pense, je n'ai pas malheureusement suivi pour des défauts de débit. De débit, je n'ai pas suivi le témoignage de Nasser Bourdiaf. Les témoignages de Nasser Bourdiaf. Mais j'ai retenu quelques noms comme ça qu'il a cités au passage. Il a parlé d'un certain Ben Ahmed. Je pense que c'est Abdelghani, qui était aussi dans le PRS. Talib Ahmed, Ibrahim, qui était dans le CNDR, PRS, CNDR, etc. Un certain nombre de gens comme ça qui sont allés assez vite vers le PRS dès 1962 parce qu'ils voulaient s'opposer à ce groupe qui s'était constitué essentiellement d'éléments de l'extérieur, d'éléments de la marge et qui se sont retrouvés à Tlemcen. Bon. Donc, trois opposants, dont deux sont des historiques, ils sont trois historiques. C'est quand même curieux. Sur les 6 du 1er novembre, il y a 3 historiques qui sont opposants dès 1962. Effectivement. Les 3 autres sont morts. Les 3 autres sont morts. Ben Mehdi était mort, Ben Boulaïd est mort, et Dido Chmourad était mort. Donc, restait Bourdiaf, Krim et Betat. Les 3 étaient opposants. Et les 3 étaient devenus des opposants. L'histoire se refait, se recompose. Cette fois-ci, ils sont opposants, mais ils se trouvent, comme tu disais, chez le colon. Ils se retrouvent en France. Et c'est là où intervient un élément qui me paraît être important, parce que le lancement du maquis n'est pas une chose facile, n'est pas une chose. Elle a des dessous. J'ose une interprétation. Ça n'engage que moi, et je le dis, c'est une lecture. Je n'ai pas la vérité, et je ne suis pas historien de profession, et je ne fais que réfléchir, c'est tout. Je peux me tromper. Je pense que le calcul a été le suivant. Ce sont des gens qui sont du mouvement national. Donc ils ont hérité de la tradition du mouvement national. Le mouvement national, ils ont compris une chose. Ils ont compris que dans l'Algérie indépendante, il y a un maillon faible par rapport au pouvoir qui est en train de se constituer. C'est la Fédération de France. L'enjeu, c'était la Fédération de France. Il fallait absolument mettre la main sur la Fédération de France. Et le pouvoir de Ben Bella et de Boumediene était obnubilé par mettre la main sur l'Algérie. Voilà comment ça se pose. Donc nous évoluons dans cette situation, Fédération de France contre l'État algérien. La Kabylie a de tout temps et depuis un demi-siècle dans le mouvement national été la source de la Fédération de France. De par l'immigration. De par l'immigration, de par les liens très anciens. Et le financement aussi. Et le financement. Les structures, le financement. J'arrive à ça. Il n'est pas exclu que le financement du maquis de Kabylie ait été organisé, pris en charge d'une certaine manière par la Fédération de France. Mais il y a mieux. Il y a mieux à partir du moment où se fait le clash, parce qu'on a beaucoup parlé de l'éviction, du départ, de la démission de Abbas, on a beaucoup parlé de la démission de Aït Ahmed, mais on a très très peu parlé de la démission d'un troisième larron qui est un des membres des 5 détournés et qui est Khidr. Oui. Et ce n'est pas n'importe qui. Pourquoi n'importe qui? Parce que Khidr détient la clé du nerf de la guerre. C'était lui qui détenait la signature du trésor de guerre du FLN qu'on a enterré depuis quelques années. Personne n'en parle. Et le trésor de guerre du FLN, à la fin de la guerre de libération nationale, s'est levé à quelque chose comme 7 milliards de francs suisses, les années 60. 7 milliards de francs suisses. Donc c'est une source de financement extrêmement importante. L'opposition devenait à ce moment-là presque une affaire, j'allais dire, commerciale. Et je ne les diffame pas, je ne les insulte pas, c'est dans les règles du jeu de la guerre, d'une sorte de guerre. On ne peut pas faire une opposition à une guerre sans financement. Donc, le maquis de Kabylie avait le financement de la Fédération de France, d'une certaine manière, mais Mohamed Khidr, et je tiens à cette information et je le dis, je tiens à cette information de Msili, en personne que j'ai rencontrée. De Alim Sili. De Alim Sili.
Allah yarham. Allah yarham. Il faudrait qu'on ouvre également un débat sur Alim Sili et son assassinat. Sur Alim Sili. Oui. J'ai rencontré Alim Sili en 1984 ou 85 à Paris, dans un café près de l'Odéon, à côté du cabinet d'avocats dans lequel il activait, en présence de Zubir Ben Daoud, professeur d'économie et qui est un ancien maquisard de la Troie, et qui est un ami personnel et un ancien militant du parti avec moi du PRS. C'est lui qui me l'a fait rencontrer. Quand il m'a dit, quand il m'a parlé de Alim Sili, il m'a dit, d'ailleurs il souhaite te rencontrer. Alim Sili souhaite de me rencontrer, il ne me connaissait pas. Il voulait rencontrer le type qui est sorti du PRS et qui a créé le Patriote deuxième version. Ah, c'est moi. D'accord, d'accord, ok. Patriote algérien. C'est-à-dire toi, tu étais un redresseur de l'époque. Moi, je n'étais pas un redresseur. J'étais quelqu'un qui posait un problème à une organisation politique devenue bureaucratique et voyoucratique. Je pèse mes mots, j'aurai l'occasion de dire les choses plus tard. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Ce Alim Sili a pris connaissance, parce qu'il m'en a... De ta dissidence? De ma dissidence, il a pris connaissance des textes que j'ai publiés pour lesquels j'ai été exclu du parti. Du PRS. J'ai été exclu du parti du PRS sous le faux prétexte de délation. Parce que j'ai sorti comment tu appelles? Un document? Un journal, pas un journal. Un journal qui s'appelle Le Patriote, dans lequel je disais un certain nombre de choses sur l'organisation bureaucratique et les déviations politiques qui étaient en train de gangréner le parti du PRS. Et le Patriote, c'était le journal des... Le premier, c'était le CRUA. Du CRUA face à la nation. Ah, non, exactement. Voilà. Là, je me suis mis en avant, et on était plusieurs. Et on a créé le Patriote pour en appeler à Mohamed Boudiaf, qui nous a superbement ignorés. Ça, c'est une autre affaire sur laquelle nous nous exprimerons. Ce n'est pas l'occasion. Chaque chose en son temps. Alim Sili, donc, demande à Zubir, qu'il savait être un militant du PRS, que je voudrais connaître ce L'Aïd, parce que c'était mon nom de guerre. L'Aïd toujours, voilà, c'est le de la force, celui-là. Mais je ne savais pas que tu avais un nom de guerre. J'avais un nom de guerre. L'Aïd. D'accord. Donc, Gello, je voudrais rencontrer Adam L'Aïd. Alors, le Zubir, il n'y a pas de problème, je le connais, c'est un ami, et tu peux le rencontrer sans problème. Donc, il nous a arrangé un rendez-vous, on s'est rencontrés. Oui, j'ai lu ta littérature, et d'autant plus que j'ai doublé l'organe clandestin, parce que c'est un journal clandestin, on le vendait à la criée, on le vendait dans le marché, qui s'appelle le Patriote algérien. Je l'ai doublé par la création d'une revue qui s'appelle Nejma. Nejma en hommage à l'étoile nord-africaine, et Nejma en hommage à Khalid Yassine. Et nous avons eu un agrément pour la Nejma grâce à un des fils qui est un très grand universitaire qui est enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales, et qui s'appelle Alain Jox. Ah, c'est le frère de Pierre et le fils de Jox qui est le négociateur. Louis Jox. Louis Jox, le fils. C'est le fils. C'est le fils de Louis Jox et le frère de Pierre Jox qui était un grand du Parti socialiste. Alain Jox c'est un militant guévariste, une sorte de militant révolutionnaire. Il nous a signé les papiers, il nous a dit faites ce que vous voulez, je suis là. Faites ce que vous voulez, je suis là. Vis-à-vis des gouvernements français comme vis-à-vis du gouvernement algérien. Faites. Il nous a fait totale confiance. Et on a donc créé cette revue, et dans cette revue, on a commencé à parler, on a fait un certain nombre d'études, on a tiré à peu près une cinquantaine de numéros. Et donc je le rencontre, je discute avec lui. Avant que tu nous parles de... Non, de ce que vous vous êtes dit dans cette rencontre. Moi j'aimerais bien que tu brosses un tableau, vous allez dire un profil, tu nous donnes le profil de Alim Sili. Parce que la nouvelle génération, nous tous d'ailleurs, nous ne connaissons pas Alim Sili à part ce que nous savons sur lui depuis l'histoire de son assassinat en 1987. Alors, brosse-nous un tableau, donne-nous le profil comme ça
Depuis la première rencontre, comment tu as trouvé Alim Simi? C'est qui Alim Simi? Comment tu as trouvé le côté humain, le côté intellectuel? Voilà. Là, je ne le connaissais pas personnellement. J'ai dit, c'est Zubair Ben Daoud qui m'a mis en contact avec lui. Alim Simi, j'en ai entendu parler parce que Aït Ahmed avait été élargi ou avait fui, peu importe, il était en exil à Genève, toujours, mais il lui arrivait de venir en France. Et il faisait des meetings. Et il y avait un mouvement FFS dans l'immigration. Je ne sais pas quelle était son importance. Moi, je ne les ai jamais rencontrés quand j'étais militant du PRS. Je rencontrais par contre les gens de l'ancien FLN clandestin de Boumaza. Ça, je l'ai rencontré, j'ai eu des discussions avec eux pendant très longtemps. D'ailleurs, à l'époque, le mouvement était dirigé aussi par Zarouane et Harbi, je pense. Et donc, les gens du FFS, je ne le connaissais pas beaucoup. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui, c'est un prof de maths, compatriote. Je ne connais pas son nom, parce que je le connais sous le nom de guerre, lui aussi, il s'appelle Edir. Il m'a dit, voilà, il y a dans le FFS un courant qui est un courant démocrate, vraiment démocrate, un courant qui est ouvert aux idées nouvelles et qui réfléchit sur les problèmes des droits de l'homme, des droits y compris de l'opposition, des droits d'expression. J'ai dit, non, c'est étonnant parce que on entendait parler du FFS seulement quand le grand Aglid faisait des interventions à l'occasion de rencontres internationales. Je n'ai jamais lu de texte du FFS, jusqu'à récemment, jusqu'après 88, quoi. Mais avant, je ne connaissais pas, je ne savais pas. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, je l'ai plaisanté parce que c'était un camarade de parti. Je l'ai présenté beaucoup, tu sais, j'ai un peu de réserve par rapport au FFS. À l'époque, le RCD n'existait pas. Bien sûr. Le seul parti qui existait était le Gali, c'est quoi? Beaucoup, à tort ou à raison. À tort ou à raison, il me paraît un peu régionaliste. Ah. J'ai l'impression qu'il est un peu régionaliste. D'ailleurs, ce qui m'étonne, parce qu'un homme comme Aït Ahmed est un homme qui est connu dans la... Un historique. Historique. C'est l'OS, c'est le NTLD, et puis, bon, c'est quelqu'un qui a aussi participé au mouvement national, etc. Mais il y a des relents comme ça, du kabylisme surtout, plus que de berbelisme, c'est du kabylisme. Quasiment, il y a des gens intéressants, je ne dis pas de... Il m'a dit, je ne parle pas de Aït Ahmed que je ne connais pas, je connais seulement de références. Il y a des gens, parfois, on se rencontre avec Alim Simi. C'est comme ça que j'ai appris qu'il avait un lien avec le FFS. Est-ce qu'il y a des textes? Il m'a dit non, parce que tu sais, on travaille dans plutôt la réserve, on est très réservé. Bon, si l'occasion se présente, si on le rencontre dans la rue, j'aimerais bien parler avec lui. Et donc l'occasion s'était présentée. C'est un homme, d'abord, qui donne l'impression, c'est un avocat de métier. Hein. C'est ça. C'est un homme qui donne l'impression d'avoir la tête sur les épaules, qui réfléchit, qui écoute beaucoup. C'est une qualité pour l'homme politique, c'est peut-être une qualité aussi pour l'homme sécuritaire. C'est son métier d'écouter, mais c'est un type avec... C'est-à-dire, explique-nous ça. Il écoute beaucoup d'attention. L'homme sécuritaire, ça veut dire quoi? Les gens qui sont en charge de la sécurité sont des gens qui écoutent plus qu'ils ne parlent, de manière générale. Et lui, effectivement, là, je ne te cache pas, c'est la première impression que j'ai eue, c'était celle-là. En même temps, quand je l'ai vu, j'ai vu un homme posé, bien dans sa peau, qui en même temps était un peu sur la réserve, qui préférait poser des questions, écouter et parler peu. Or, ça jure avec le métier d'avocat. Les avocats sont des gens qui aiment beaucoup parler. Effectivement. C'était pas son cas.